Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie C du DNS4. Voici le sujet. Donc là on s'intéresse à... Enfin, on va utiliser l'effet Doppler pour mesurer une vitesse. Donc le dispositif est représenté ici. Vous avez un haut-parleur, un microphone qui est placé quelque part. Donc c'est pas la position du microphone, on va voir, n'est pas très importante. Vous avez une paroi qui se déplace à la vitesse V en s'éloignant. Donc il y a un axe des X quelque part, enfin, qu'on va prendre horizontal vers la droite. Donc V positif sur cet axe. Et ce qu'on vous demande, c'est d'écrire l'onde. Alors il y a un tube. En fait, on vous parle de tube, c'est juste pour vous dire que la propagation, elle est unidimensionnelle. Alors, il faut faire attention quand même, parce que si vous êtes dans un tube, le problème que vous allez rencontrer, c'est que l'onde qui part, à un moment donné, elle revient, puis quand elle arrive sur le haut-parleur, en fait, elle repart, et puis elle revient. Et en fait, on forme des ondes stationnaires. Donc si vous faites la manip avec un tube, ben en fait ça va pas marcher. Donc cette manip ne marcherait que si on est en propagation libre, c'est-à-dire que le signal s'en va, revient et il fait juste un aller-retour. Euh, J'ai indiqué que c'est dans un tube uniquement pour justifier qu'on a un phénomène de propagation qui est unidimensionnel. Hein. Donc là, dans le sujet, alors c'est pas très important ce que je raconte, hein, parce que ça ne vous empêchera pas de répondre correctement à la question. Mais bon, c'est une petite remarque quand même que je voulais signaler. Donc le signal, c'est la vitesse du fluide. Hein. Donc si vous avez choisi dans la question 1 la surpression ou autre chose, c'est pas grave. Donc je vais mettre signal. Comme ça, il n'y a pas de problème. De x et de t, ça veut dire que j'ai un axe des x comme ceci. C'est égal AA cosinus oméga t moins kx. Hein, donc c'est une onde progressive sinusoïdale. Onde progressive, ça me donne ce terme-là. Hein, ça veut dire que c'est une fonction d'une combinaison linéaire du temps et de la position. Et le fait qu'elle soit sinusoïdale, on met un cosinus. Alors, ici, j'ai déjà supprimé la phase. Donc je rajoute une phase, parce que forcément, il y en a forcément une, et je m'empresse de dire qu'elle est nulle, hein, quitte à choisir convenablement l'origine des temps. Et j'ai également une onde qui se réfléchit, donc je mets R petit a cosinus. R, ce serait le coefficient de réflexion. Hein. J'aurais pu mettre B ici, mais en fait, c'est pas idiot de dire que l'amplitude de l'onde réfléchie, c'est un coefficient de réflexion petit r fois l'amplitude de l'onde incidente. C'est oméga prime t plus. Alors vous notez que ici il y avait un moins. On a un moins pour des ondes qui se propagent dans le sens des x croissants. Donc ici j'ai un signe plus, k' x et une phase phi prime. Et donc normalement j'ai répondu à la question, écrire l'onde dans le tube. Quand vous avez un sujet, hein, que vous êtes au concours, vous lisez, ou même de manière générale quand on vous pose une question, hein, comme ça, de manière manuscrite, quand vous pensez avoir répondu à la question, un conseil, vous relisez la question pour être sûr que vous y avez répondu, hein, que vous n'avez pas oublié en particulier une partie de la question. Et une fois que vous avez relu la question, que vous êtes sûr que vous y avez bien répondu, vous encadrez le résultat. Alors ce que vous pouvez faire, c'est encadrer le résultat dans une autre couleur que la couleur que vous utilisez pour l'écriture, hein, histoire de bien mettre en évidence le résultat. Hein, l'examinateur ou le lecteur de votre copie, il sera très content de ça, hein, parce que ça met bien, et puis même vous, finalement, pendant l'épreuve, si vous avez besoin d'utiliser un résultat antérieur, hein, que vous avez déjà obtenu, le fait de le mettre en valeur, en fait, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps.
Donc je relis la question. Donc j'écris l'onde, superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie seront notées avec un prime. Ok, bon, donc j'ai répondu à la question. Donc j'encadre le résultat. Voilà, donc je vais passer à la question 2. La paroi se déplace à la vitesse v et on vous donne l'indication que x paroi c'est v fois t. Donc c'est pas une indication très importante, hein, évidemment, on se doutait bien que la paroi se déplaçant à cette vitesse, elle avait une expression de ce type-là. Éventuellement, on aurait pu rajouter une constante qui aurait été la position initiale de la paroi à l'instant t égale 0. Donc là, pour simplifier, cette constante est nulle. Là aussi, vous avez le droit de le faire qu'une seule fois, ça revient à choisir l'origine du repère, mais vous le faites qu'une seule fois. Comme l'origine des temps, on le fait qu'une seule fois. Et on vous demande de démontrer cette formule-là. Donc on va simplement écrire que le signal s'annule sur la paroi. Alors je ne sais pas si cette indication est donnée. Ah non, cette indication n'est pas donnée dans l'énoncé, donc c'est... mais après tout, vous pouvez la deviner. Sur la paroi, le fluide, il ne peut pas se déplacer suivant l'axe des x, puisqu'il est contre la paroi. Et la vitesse v de la paroi, ici, va être négligeable devant la vibration de l'air à proximité de l'air qui correspond à cette onde sonore. Donc je vais considérer que le signal s'annule sur la paroi. Donc cette hypothèse-là, on peut quand même y réfléchir un petit peu. Donc c'est le signal à une vitesse nulle sur la paroi. Alors, si on réfléchit un petit peu à ce truc-là, ça pose quand même des petits problèmes, parce que si j'augmente l'amplitude du signal, en fait j'augmente la vitesse locale du fluide, pour une même fréquence. Vous pouvez comprendre ça. Si pour une même fréquence je double l'amplitude, il faut que je double la vitesse, parce qu'il y a 2 fois plus de trajets à parcourir pendant la même période, pendant la même durée. Donc je double la vitesse. Donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné, la vitesse du fluide, elle soit pas négligeable devant la vitesse de la paroi. Donc le signal, en fait, je devrais écrire, pour bien faire, qu'il est égal à une constante lorsqu'on arrive sur la paroi. Puisque la vitesse de la paroi, elle est constante. Et finalement, un signal constant, c'est comme dire qu'il n'y a pas de signal. C'est l'absence de signal. C'est un signal de fréquence nulle, donc c'est juste un décalage du signal par une constante. Donc du coup, ça fait que cette hypothèse, même si il faudrait quand même y réfléchir un petit peu, c'est pas si évident que ça finalement, je vais quand même l'utiliser. Donc, je continue mon calcul. Donc le signal sur la paroi, donc de x paroi, du temps, qui dépend encore du temps, donc finalement le temps il apparaît 2 fois, c'est égal à 0, mais c'est aussi égal à cosinus oméga t. Donc je continue mon calcul, donc c'est moins k fois la vitesse, donc je remplace en fait x paroi, je vous rappelle que ça vaut v fois t, donc là ici je l'ai remplacé, ici, la phase, je m'en suis débarrassé, plus r fois a, cosinus oméga prime t, plus k prime fois v fois t plus phi prime. Et ça vaut 0
à tout instant. Alors, je vais remanier un peu cette expression. Donc ça donne 0 égale à cosinus. Donc je vais mettre un petit peu de couleur. C'est oméga moins k fois v fois t. Hein, donc j'ai mis en facteur le temps. Hein, plus r fois a cosinus. Donc je fais la même démarche. Ici c'est oméga prime plus k prime fois v fois le temps plus phi prime. Et la seule, enfin une condition nécessaire, hein, c'est pas, je m'en fiche finalement d'avoir toutes les conditions pour que ce soit vrai. Moi je veux juste une condition nécessaire. Hein, une condition nécessaire. Par exemple, si je veux faire du ski, bah, il faut que j'ai du ski, il faut que j'ai des skis. Voilà, c'est une condition nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante parce que s'il n'y a pas de neige, vous ne ferez pas de ski. Hein, même si vous avez des skis, ben, vous n'en ferez pas. Si vous n'êtes pas à la montagne, ben, vous ne pourrez pas faire. Même si vous avez des skis, vous ne ferez pas de ski. Hein, donc c'est une condition nécessaire, c'est ça. Hein, c'est nécessaire, mais pas forcément suffisant. La condition nécessaire, c'est que ce truc-là, ce qui est en vert, ce soit égal à ce qui est en rouge. Cette partie-là doivent être égales. Et ça me donne la relation suivante. Je continue sur une autre page. Donc finalement, j'ai oméga moins kv qui est égal à oméga prime plus k prime fois v. Et là, j'utilise la relation entre k et oméga. Oméga égale k fois c. Alors je mets entre guillemets, parce que ça, c'est la formule du cours. Et ça va donner quoi? Ben, bon, effectivement, ça donne oméga égale k fois c pour l'onde incidente. Et pour l'onde réfléchie, vous avez oméga prime, parce que c'est avec les primes. Hein. Et par contre, la vitesse est la même. L'onde réfléchie, qui se déplace à la même vitesse. Hein. Donc remarque, les deux ondes se déplacent à la même vitesse. Du coup, je remplace k et k'. Donc le k qui est là, hop, je le remplace ici. Le k', je le remplace ici. Et ça me donne l'équation suivante. Donc oméga moins oméga v sur c est égal à oméga prime plus oméga prime v sur c. Et là, j'utilise la relation oméga égale 2πf. Donc c'est les relations qu'il faut connaître, hein. C'est-à-dire que c'est comme les gammes pour quelqu'un qui fait de la musique, hein. C'est vraiment les trucs de base qu'il faut savoir faire. Enfin ici qu'il faut connaître. Donc ça donne, et je mets en facteur l'oméga, donc ça donne 2πf, facteur de 1 moins v sur c, c'est égal à 2π f', 1 plus v sur c. Je multiplie des deux côtés par la célérité du son. Je simplifie le terme 2π qui apparaît des deux côtés. Et donc j'ai la relation suivante. J'y suis quasiment, hein, vous voyez peut-être déjà venir. C moins V égale F', C plus V. Et donc forcément, j'ai mon résultat. F', c'est égal à F, C moins V sur C plus V. On vérifie que je trouve bien le bon résultat. Donc c'est C moins V sur C plus V, voilà, très bien. Donc voilà, ça c'est l'effet Doppler, hein, qui est dû, qui provoque un décalage en fréquence du fait que la paroi qui réfléchit l'onde, elle se déplace à une vitesse v
Et donc on va pouvoir mesurer la vitesse de la paroi comme ça. Donc voici le résultat. Pour ceux qui sont curieux, il va apparaître en haut à droite un lien vers une vidéo qui vous explique le calcul dans le cas relativiste. Et on tombe sur la même formule, mais avec un raisonnement qui est complètement différent. D'accord. Donc si vous voulez regarder par vous-même, vous regardez diagramme de Bondi, BONDI, si ça vous intéresse. Mais ça n'a absolument, ça ne vous est d'aucune aide pour la résolution de cette partie, hein, évidemment. C'est juste si vous êtes curieux de savoir comment ça marche dans le cas relativiste. Donc normalement j'ai répondu à la question, je passe à la suite. On s'intéresse maintenant à l'intensité. Alors pour l'intensité, je pars de la définition, on vous la rappelle dans le sujet, et on vous demande de l'écrire comme une 2i0 plus une fonction de tout ça, et on suppose que le signal réfléchi et incident ont la même amplitude. Alors, c'est clairement pas le cas hein, dans la réalité, mais c'est juste pour simplifier un petit peu les calculs. Donc, allons-y. L'intensité, donc c'est K fois la moyenne temporelle de S carré. Donc S carré, c'est A cosinus oméga t moins kx, plus ou moins, allez, moins A cosinus oméga t, enfin oméga prime t moins k plus k prime x, attention, de plus phi prime égale cette parenthèse là, elle se ferme ici, on met au carré et on fait la moyenne temporelle sur une certaine durée grand T. Pour simplifier les calculs, donc ça ici ce n'est pas ce qu'on aurait pu préciser, c'est que la phase du signal réfléchi, elle est aussi nulle. En fait, bon, elle est certainement non nulle, mais pour simplifier les calculs, voilà, je l'écris explicitement. Donc c'est un petit peu de la fainéantise, on va le dire franchement, pour simplifier les calculs. Sinon, je vais me trimballer ce terme-là tout au long des calculs. Il ne va pas me déranger, hein, à part le fait qu'il faudra le réécrire d'une équation à l'autre. Mais pour simplifier, on le prend égal à 0. Donc je le note quand même a priori. Ce n'est pas le cas. Enfin, a priori. Donc je commence mon calcul. Alors ça donne l'intensité qui vaut. Alors je me mets bien à gauche parce que ça va prendre de la place. Donc K, il y a ce terme-là au carré. Donc ça fait A carré cos carré de ce qu'il y a dedans, oméga t moins kx, plus le A qui est là, au carré cosinus oméga prime t plus k prime x. Bon, j'ai quand même le réécrit, après tout, c'est vrai que je l'écris en rouge, plus phi prime, et ici on n'oublie pas le carré, puis le terme où je multiplie les deux, le terme croisé, cosinus oméga t moins kx, cosinus oméga prime t plus k prime x, plus phi prime. Voilà, donc j'ai quand même décidé de recopier ce terme-là. Donc c'est... Si vous ne le mettez pas, évidemment, ce sera correct. Pourquoi? En fait, il ne faudrait pas le mettre parce qu'il n'apparaît pas dans l'énoncé. Donc là, on est typiquement devant un énoncé qui est pas... il y a des petits points qui ne sont pas hyper clairs. Ça peut arriver. Et dans ce cas, vous arrêtez pas. Éventuellement, vous précisez que l'énoncé ne précise pas la valeur de phi'. Voilà. Remarque. L'énoncé ne précise pas la valeur
de phi'. Ça, vous pouvez le mettre dans une copie de concours. Hein, si vous pensez qu'il y a une erreur, et ben vous le signalez en restant correct. Hein, il ne s'agit pas de dire ouais, cet énoncé il est nul, ou de dire il y a une erreur dans l'énoncé. On ne sait jamais, ça se trouve c'est vous qui vous trompez. Donc si vous pensez qu'il y a une erreur, éventuellement vous le précisez en étant avec un peu de retenue. Si ça se trouve c'est vrai, si ça se trouve c'est vous qui avez faux. Je continue mon calcul, l'intensité. Donc la somme d'une moyenne, c'est la moyenne d'une somme, c'est la somme des moyennes. Donc j'ai ce premier terme qui apparaît. Donc j'ai le deuxième terme. Voilà, donc j'ai recopié le deuxième et le troisième terme. Et tout de suite, je peux simplifier ce terme-là. Le a carré, je peux le sortir de la moyenne puisque c'est une constante multiplicative. Et la moyenne du cos carré, donc la façon de procéder est la suivante dans ce cas. Alors moi, ce que je fais là, a priori, vous pouvez pas le faire. Hein, sur une copie, on ne peut pas effacer aussi facilement. Hein. Donc moi, j'en profite, je le fais. Et ce truc-là, sa moyenne, ça vaut 1,5. Hein, pour la moyenne d'un cos carré, c'est 1,5. On peut se convaincre de ça. Donc soit on fait le calcul vraiment, avec des formules Trigo, on montre que la moyenne, ça fait 1,5. Sinon, on le sait, hein, vous devez le savoir. Et ce résultat est très raisonnable parce que le cos carré, il varie entre 0 et 1. Hein, puisque comme c'est au carré, toutes les alternances négatives du cosinus se retrouvent en positif. Donc il varie entre 0 et 1 en oscillant, donc en moyenne ça fait 1,5. Même remarque pour ce terme-là. Hein, donc je peux sortir le a carré et le cos carré qui reste, sa moyenne, ça fait 1,5. Il me reste à travailler sur ce terme-là. Donc on a dans l'équation d'après, donc k carré sur 2 plus ka carré sur 2, donc c'est c'est les deux premiers termes, plus, enfin moins, 2ka carré, et le terme cosinus, enfin, le produit des deux cosinus. Voilà, donc j'ai recopié le terme. On voit que le phi' il me dérange pas, hein, c'est-à-dire je le recopie d'une équation à l'autre. Donc on prend égal à 0 si on veut ou pas. De toute façon, franchement, ça ne change pas grand-chose. Ce terme-là, je vais l'appeler, c'est I0 en fait. C'est l'intensité de l'onde sonore incidente. Donc je le retrouve également ici. Et le k carré, c'est 2 fois, du coup c'est 2 fois I0. Donc ça me permet de simplifier un petit peu l'expression et de faire apparaître le I0. Donc ça donne ceci, 2I0, moins 4I0, et là maintenant j'utilise une formule Trigo, hein, qui est cosinus de A, cosinus de B, c'est 1,5 de cosinus A plus B, plus cosinus de A moins B. Donc vous identifiez immédiatement petit a et petit b, hein, c'est respectivement ce qu'il y a dans chaque cosinus, et ça donne le résultat. Une fois qu'on a appliqué la formule Trigo, ça donne le résultat suivant. Voilà, quand on applique la formule Trigo, ça donne ceci. J'ai mis en gras les parenthèses pour les cosinus, et encore avec un trait plus épais la parenthèse qui inclut les deux cosinus, parce que qu'on s'y retrouve un petit peu, il y a beaucoup de parenthèses dans cette expression. Et j'utilise le fait que la somme d'une moyenne, c'est la moyenne d'une somme, c'est la somme des moyennes. Donc ça donne le résultat suivant. Donc voilà, ça donne ceci. Donc j'ai deux moyennes séparées. Et dans l'énoncé, on vous donne une indication. Montrer que comme la somme de deux... Ah non, c'est bon. C'est bon, je vais m'arrêter là.
Donc j'ai répondu à la question. Et c'est dans la question suivante qu'on va simplifier cette expression. Voilà, donc il faut bien... c'est important de bien répondre aux questions posées et de ne répondre qu'à la question posée. Hein, de pas répondre à la question suivante dans la question d'avant. Ça a tendance à énerver les examinateurs. Hein, donc ça peut paraître un détail, hein, mais c'est important, il faut respecter les questions. Donc bah, c'est la page d'après, sauf erreur. Voilà, on suppose que f'-f est petit. Ce qui fait que dans les deux termes sinusoïdales que vous avez, il y en a un dont la moyenne qui varie tellement lentement que finalement, même en faisant une moyenne temporelle, eh ben, ça va donner quelque chose de non nul. Par contre, vous avez un terme qui lui est haute fréquence, et lui, quand on va faire sa moyenne temporelle, ça va donner 0. Donc on peut regarder les deux termes, en fait on va même le copier. Voilà. Non, je vais juste prendre l'expression qui est là, et je vais la recopier ici. Je vais voir si je peux pas la recopier ici. Non, ça marche pas. Dommage. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Donc j'ai recopié pour la question 4 ce que j'avais obtenu à la fin de la question 3. Et donc le terme haute fréquence, c'est celui qui est... allez, je mets en jaune. C'est ce terme-là. C'est un terme haute fréquence, donc je le note comme ça, HF. Pourquoi? Parce que là j'ai la somme oméga plus oméga prime. Je vous rappelle que oméga c'est 2πf, hein, donc finalement oméga et la fréquence c'est un facteur de pi près, c'est la même chose. Et ces termes-là, par contre, on vous dit, l'énoncé vous indique que c'est un terme. Et donc ce terme, c'est le terme basse fréquence. Et il varie suffisamment lentement, ce terme, pour finalement, à l'échelle de la durée sur laquelle je fais la moyenne, considérer qu'il est constant. Et la moyenne d'un terme constant, bah, c'est lui-même. Voilà, on rédige un petit peu. Et l'autre terme, bah, qui lui est haute fréquence, sur la durée t, là on a une vraie fonction sinusoïdale qui aussi avec des alternances positives et négatives, et donc la moyenne, ça fait 0. Donc ce qui fait que dans les deux termes, il n'en reste qu'un seul, et ça donne le résultat suivant. L'intensité, c'est 2i0, facteur de 1 moins cosinus. Alors j'ai remplacé oméga par 2πf, ça donne le résultat suivant, c'est 2pi f moins f' fois t moins k plus k' x moins phi prime, qui m'embête toujours pas en fait. Je me suis contenté de recopier ce terme là, donc finalement voilà, de le prendre égal à 0 ou pas, ça change pas grand chose. Et dans la suite, on vous demande simplement d'interpréter ce résultat. Donc j'encadre les résultats. Dans la question 5, donc il faut interpréter ce truc-là. Donc delta f, en fait, c'est f' moins f. Ça, il faut quand même le préciser. Hein. Delta f, c'est f' moins f. Donc il y a un petit calcul à faire. Hein. Je vous rappelle que f', si vous avez bien encadré votre résultat, vous allez le retrouver très rapidement. C'est f c moins v sur c plus v. Ce qui fait que lorsque je calcule f' moins f, ça fait quoi? Ça fait f fois c moins v sur c plus v moins f. Je mets au même dénominateur, donc ici c'est delta f.
ça fait F, je mets au même dénominateur, donc ça fait C moins V moins C plus V, et sauf erreur, les C ils se simplifient, et le V il apparaît deux fois, donc ici un facteur 2 qui traîne, moins 2 V F sur C. Donc là en fait il manque un facteur 2 dans l'expression de delta F. Donc ici il manque un facteur 2, donc je corrigerai dans l'énoncé. Et ce que vous remarquez, c'est que c'est pas f' moins f, mais c'est f moins f', mais ça ne change rien évidemment, puisque ça fait toujours une fonction sinusoïdale qui va bien osciller à la fréquence f' moins f. Donc on reconnaît f' delta f dans l'expression de l'intensité. Attention, il y a une erreur d'un facteur 2 dans cette expression-là. De I. Et je vais recopier le résultat une dernière fois. Et ce que je vais faire pour que ce soit delta f et non pas moins delta f, je vais inverser le signe dans tout le cosinus. Hein, vous savez que la fonction cosinus est paire. Donc je vais pouvoir remplacer ici, mettre un moins là, le moins va devenir un plus, et ce moins là va devenir un plus. Et ça donne le résultat suivant. Moins cosinus de 2pi delta f fois t plus k plus k'. Alors x, ça va être celui du micro, plus f', plus phi', pardon, qui me dérange toujours pas. Et on peut encadrer le résultat, hein. Effectivement, on a bien le facteur, la fréquence delta f qui apparaît explicitement dans l'expression. Au passage, finalement, ce calcul-là était pas vraiment utile, hein, en fait, hein, puisque bon, à part qu'il y avait une erreur d'énoncé, je ne me suis pas servi de l'expression delta f, hein. Il suffisait simplement de remarquer qu'il était dans l'expression d'intensité. Donc j'encadre le résultat. Donc voilà le résultat. Et dans la dernière question, on vous demande, je crois, si c'est une mesure qui est précise. Donc là, a priori, je répondrai que la mesure est précise. Hein, parce que mesurer une fréquence, c'est quelque chose qui est qu'on peut faire avec une très grande précision. Hein, en effet, quand vous avez un signal qui est répétitif, vous pouvez en fait, vous avez tout le temps pour faire votre mesure correctement. Donc mesurer delta f, a priori, c'est précis. Donc, parce que vous enregistrez le signal au niveau du micro. Donc oui, a priori, la mesure, de fait, est précise. Et comme il y a une relation entre delta f et la vitesse, et ben, on peut mesurer ainsi la vitesse. Bien entendu, si on travaille avec des ondes lumineuses, il faut quand même faire attention à un truc, c'est que V sur C est très petit, et donc le delta F peut être assez difficile à mesurer. C'est-à-dire que vous envoyez un signal de plusieurs gigahertz, et finalement le delta F, si ça se trouve, ce sera un décalage de quelques hertz. Et donc c'est la différence entre ce qu'il faut mesurer et la fréquence du signal que vous envoyez, il peut y avoir pas mal d'ordres de grandeur de différence. Donc ça va compliquer un petit peu la mesure, mais a priori c'est précis. Donc la mesure précise, car on arrive à mesurer précisément delta F. Voilà, donc j'ai rédigé un petit peu et ça finit cette partie-là. Donc voilà pour cette partie, à bientôt.